merci d'être présent à ce webinaire. Donc, je m'appelle Maïs Beyazi, je suis ancienne ENAC et aujourd'hui je travaille à Safran en région parisienne. Donc, ce webinaire a été co-organisé par donc moi-même et puis Nicolas Solar. Je peux faire un petit coucou. Nicolas Solar aussi, ancien ENAC, Quentin Parpetz, je peux faire du Club Astro. Donc, nous sommes ici pour vous présenter le webinaire sur nos alumni entrepreneurs dans le spatial. Avant de vous présenter le programme, je veux juste dire quelques mots sur ENAC Alumni et puis le Cercle Métier Spatial, parce que c'est avec eux qu'on présente aujourd'hui ce webinaire. Donc ENAC Alumni, c'est, comme vous le savez, c'est le réseau des anciens élèves. Donc c'est une plateforme qui sert à la fois pour les anciens et aussi pour les étudiants. Donc pour les anciens, ça sert à aider, par exemple, aider des membres dans leur transition professionnelle, mais aussi, le plus important, les rassembler après avoir quitté l'école et conserver en fait leurs liens d'amitié, les liens d'amitié qu'ils ont pu contracter pendant leur cours à l'ENAC. Aussi, ça leur permet d'accéder à des formations spécifiques, également d'envisager peut-être de la réinsertion professionnelle. Merci de couper vos caméras et micros, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est le principe d'ENAC Alumni. Donc comme je le disais, ça sert énormément aux anciens élèves, mais aussi aux étudiants actuels. Pourquoi? Parce que ça leur fournit un réseau, ça leur fournit aussi un système de mentorat et de référents métiers, et puis ça contribue énormément également au renom de l'ENAC. Le cercle métier spatial maintenant, alors ENAC Alumni. Continue Maïs. Ouais, mais juste faites attention de bien couper voilà, merci beaucoup. Donc, le cercle métier spatial, alors ENAC Alumni a mis en place ce qu'ils appellent des cercles métiers dans le but de rassembler des alumni ou même des élèves qui sont intéressés par des mêmes domaines professionnels ou qui travaillent dans des mêmes secteurs professionnels. Donc, on a le cercle métier aéroport, par exemple. On a le plus gros cercle actuellement, c'est le cercle métier entrepreneuriat, qui compte plus de 160 membres. Et donc, nous, le cercle métier spatial, on l'a créé seulement à la fin de l'année dernière. On a aujourd'hui 23 membres. Et bon, on espère qu'avec ce webinaire, on pourra en obtenir plus. Et le but, c'est vraiment de rassembler des gens qui travaillent dans le secteur, on va dire, globalement du segment spatial, mais aussi qui sont peut-être curieux et intéressés par ce domaine-là. Donc, c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'on vous présente ce webinaire. C'est notre deuxième grosse action. On a eu un afterwork à la fin de l'année dernière à Paris. Et là, aujourd'hui, on fait cet événement virtuel, confinement oblige. Donc ensuite, le programme de ce webinaire, on va procéder comme suit. Donc on a 10 minutes de présentation par intervenant, suivi de 10 minutes questions-réponses avec donc Quentin Parpetz, des questions qu'il a préparées et que nous avons un peu préparées avec lui également. Donc dans l'ordre, on va entendre d'abord Romain Morizot, INAC 10 et donc fondateur de Joko. Ensuite, Christophe Aubé, donc INAC 8, fondateur de Agriculture. Après Nicolas Capet, INAC 4, bonjour, fondateur de Anywaves, et enfin donc Antoine Ressouche, INAC 10 et cofondateur de Uspace. Voilà. Donc je vais maintenant laisser la parole à Romain Morizot pour commencer sa présentation. Et pardon, excusez-moi, juste les règles globales, comme je vous ai dit, gardez bien vos micros et caméras coupés. Et puis ensuite, à la fin du webinaire, pardon, ça c'était important aussi, on va poser vos questions également à vous du public, aux intervenants. Donc tout le long des présentations, écrivez vos questions sous le chat en précisant bien entre parenthèses à qui elles s'adressent. Et si elles s'adressent à tous, écrivez tous entre parenthèses. Et puis ensuite, Nicolas Solar les posera aux intervenants à la fin du passage des présentations. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup Maïs et merci du coup au cercle spatial pour l'invitation. C'était une très bonne idée en ces temps un petit peu perturbés. Donc je vais juste partager mon écran pour ma présentation. Donc moi je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Romain Morizot. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne crois pas. Donc je m'appelle Romain Morizot et je suis IENAC 10, d'accord. Donc je suis rentré à l'ENAC en 2010 et j'ai choisi la filière électronique et télécom aéronautique. Donc j'y suis resté 2 ans parce que j'ai profité en fait du dernier semestre pour prendre 6 mois à l'étranger en Finlande en programme Erasmus, d'accord. Donc ce que vraiment je recommande à tout le monde. J'imagine qu'on a des comment dire, des étudiants ici au webinaire. Donc vraiment moi ça m'a permis d'apprendre une autre façon d'apprendre et puis d'apprendre l'anglais également. Ce qui n'était pas gagné à la base. Donc, vraiment super intéressant comme expérience.
Suite à quoi, bien, je suis parti en stage de fin d'études chez Thales Avionics, où j'ai fait globalement du développement MATLAB. Ça m'a pas beaucoup servi pour la suite. Après ça, j'ai eu environ 6 mois de recherche d'emploi suite au stage. Et j'en ai terminé avec donc, un premier emploi chez Engie Ineo, qui est en fait un intégrateur télécom dans le domaine des infrastructures, hein, qu'elles soient ferroviaires ou dans le transport urbain également. Ils font également des TER, enfin, ils font tous les systèmes de télécommunications associés au TER, et ils travaillent également dans les télécommunications aéronautiques. Donc c'était le département dans lequel j'étais à l'époque. Et au bout de 3 ans, du coup, je me sentais un petit peu à l'étroit chez Engie Ineo. Et donc, ça a commencé à mûrir dans ma tête l'idée de partir en indépendant. D'accord. Et en été 2018, eh bien, j'ai créé Joko. Et je suis parti au Sénégal pour développer ma société. Parce que, en fait, pendant les 4 années chez Engie Ineo, j'ai travaillé principalement pour l'Afrique francophone. Ils ont beaucoup de projets donc, à destination de l'Afrique francophone, de l'aviation civile africaine, d'accord. Et j'ai fait pas mal de déplacements en Afrique. Et du coup, j'avais repéré le Sénégal comme étant un pays intéressant pour développer quelque chose, d'accord. Donc, j'y suis parti en été 2018, pardon. Et j'ai travaillé sur de la 4G, ce que je n'avais pas fait avant. J'ai fait beaucoup de formations également, notamment dans le domaine universitaire, ce que j'avais absolument jamais fait. Donc, j'ai formé des Master 1 dans l'université de Saint-Louis au Sénégal. J'ai également formé des professionnels, donc ce qui est un petit peu différent, mais pas moins intéressant. Par contre, c'est très chronophage et c'était pas très payant. C'était très mal payé en fait. Et tous les autres projets que j'ai pu avoir au Sénégal, en fait, soit ils étaient déficitaires, soit ils étaient assez mal payés. Donc, j'ai décidé en fait fin 2019 de partir du Sénégal et de me réinstaller en France. Donc aujourd'hui, je suis maintenant réinstallé en France. En 2019, il y a aussi l'associatif en fait dont parlait Maëlys tout à l'heure sur la puissance en fait du réseau ENAC. Eh bien, ça m'a permis de rentrer dans l'organisation du premier meeting aérien d'Afrique de l'Ouest, qui a eu lieu donc au Sénégal fin 2019. Et donc, j'étais responsable de la logistique de cet événement qui s'est vraiment très bien passé et dont d'ailleurs l'ENAC était partenaire avec ATR, qui était aussi partie prenante de ce partenariat. Et le coordinateur de ce projet, c'est un alumni qui s'appelle Bamba Fall, d'accord, qui avait ce projet-là de créer, en fait, si vous voulez, un mini Air Expo au Sénégal. Donc, c'était un très bel événement qui m'a pris beaucoup de temps à organiser, qui était vraiment très difficile à organiser, mais l'événement en lui-même était vraiment très bon. Donc, vous pouvez voir mon parcours aussi sur LinkedIn, etc. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de ce que je fais associé aux satellites. Donc, vous voyez que j'ai également travaillé sur des projets de télécommunication par satellite pour l'aviation civile. D'accord. Donc, l'idée, c'est de transmettre par exemple du radar ou alors des données météo ou tout simplement des données de coordination entre plusieurs aéroports. Donc, c'est vraiment moi ce que je fais par rapport au satellite. Et donc, pour Joko, le satellite, si vous voulez, c'est tout bonnement un répéteur. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que j'ai plusieurs stations en fait qui sont réparties dans le monde, et pour moi, généralement en Afrique. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez ici une carte de l'Afrique à droite. Donc, vous pouvez imaginer que vous ayez des stations, par exemple au Mali ou en Mauritanie, par exemple, et votre client vous demande à ce qu'il y ait une communication entre ces deux stations-là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais avec le satellite? C'est que je vais envoyer un signal depuis le Mali et je vais l'envoyer vers le satellite. D'accord. Et lui, le satellite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer mon signal et il va le renvoyer sur la zone de couverture que vous voyez en violet. Donc, les zones de couverture que vous voyez en violet, c'est les zones de puissance reçues
du satellite que vous voyez en rouge ici, en tout petit. D'accord. Ce genre de cartes, vous pouvez les avoir sur Internet, c'est public. Je les ai prises, celle-ci en tout cas, je l'ai prise sur Satbeam. C'est vraiment public. Donc vous avez une base de données de quasiment tous les satellites qui existent dans le monde avec les diagrammes de rayonnement des satellites en question. Et donc vous voyez que ici, le Mali et la Mauritanie eh bien, sont couverts par ce satellite. Ce qui fait que lorsque le Mali en fait, envoie un signal au satellite, eh bien, tous ceux qui sont dans la zone de couverture vont recevoir ce signal. Ensuite, en fonction bien sûr de si vous avez la bonne fréquence et si vous avez le bon codage qui a été utilisé pour transmettre le signal, eh bien, vous allez pouvoir récupérer le signal utile, bien entendu. Plusieurs architectures possibles, donc soit du point à point, comme je viens de le dire avec le Mali et la Mauritanie, mais vous pouvez très bien faire du point à multipoint. En imaginant par exemple que le Mali soit un hub, eh bien, il va envoyer potentiellement des signaux à la Mauritanie, mais également au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. C'est possible puisque la zone de couverture du satellite le permet. Et bien sûr, vous pouvez avoir quelque chose d'assez maillé, c'est-à-dire que toutes les stations puissent communiquer entre elles, sans passer par une station centrale, par exemple. Je vais juste vous donner aussi un type de projet satellite que je peux réaliser, que je réalise en ce moment. Donc en général, je suis soit en direct, soit en indirect avec le client, donc en étant juste prestataire d'une autre société, qui va récupérer en fait les demandes du client. Donc les demandes du client sont en général qu'il a, on va dire, 17 stations réparties dans des pays africains. Et on demande à ce qu'il y ait donc des flux IP qui vont transiter entre ces stations, des téléphones, des liaisons de série potentiellement, puisqu'il y en a encore dans l'aviation civile. Et derrière, bien moi, je réponds en proposant une architecture réseau, qui va prendre en compte eh bien, les puissances reçues qu'on a vu tout à l'heure hein, du satellite. Donc, je fais en fait ma réponse en lien avec les opérateurs satellites que sont Intelsat par exemple ou Eutelsat. Et derrière ça, eh bien, je peux définir avec des calculs, bien entendu, les tailles des antennes, la puissance des amplificateurs, parce que bien sûr, entre un satellite géostationnaire et la Terre, il y a 36 000 km. Et donc, du coup, votre signal, il doit être amplifié pour être reçu par votre satellite. Et d'un autre côté, il faut également recevoir le signal du satellite. Donc, on travaille avec des picowatts, donc on est vraiment nécessairement obligé d'amplifier notre signal pour vraiment l'utiliser ensuite. Et une fois qu'on a été retenu ou pas, bien entendu, eh bien, on va configurer le réseau. On va tester l'ensemble du réseau dès qu'il est mis en place et on va appeler le client pour qu'il le valide. Ensuite, il y a des équipes d'installation qui installent tout sur site. Et après, je me déplace également sur site pour mettre en service. Et donc là, c'est à ce moment-là que je suis en lien avec les contrôleurs aériens notamment pour mettre en place les services dont ils ont besoin pour travailler. Derrière tout ça, il y a une grosse partie de formation, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est environ 50% de mon temps de l'entrepreneur, c'est de la formation faite aux exploitants. Parce qu'il faut qu'ils sachent, bien entendu, utiliser les équipements qui sont mis en place. Et ensuite les maintenir, etc. Et potentiellement les faire évoluer lorsqu'ils veulent, par exemple, rajouter une station ou ajouter des services. Alors, c'est pas mal. Je suis à un peu plus de 10 minutes, excusez-moi. Donc, je voulais juste vous montrer à peu près, avant de terminer, à quoi ça ressemble. Donc, ici, vous avez une station VSAT sur laquelle je suis allé, qui utilise donc une antenne VSAT qui est à gauche ici, pardon, avec juste à droite de l'antenne donc les amplificateurs dont je parlais, qui sont au pied de l'antenne en question. Et tout à gauche, vous avez la visibilité des équipements qu'on peut retrouver dans une salle technique d'un aéroport. La baie qui est complètement à gauche, elle est remplie en fait de modems satellites. Donc ça peut vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans une salle technique d'aéroport. Et enfin, bien entendu, tout ça, il ne faut pas oublier que c'est à destination des contrôleurs aériens. Donc je voulais juste vous mettre une photo
d'une position aérienne qui se trouve actuellement à Niamey, d'accord, où j'ai dû intervenir en janvier. Donc la photo date de janvier 2020. L'idée, c'était d'apporter des nouveaux signaux au contrôleur aérien de Niamey. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Vous pouvez bien sûr me joindre un peu partout et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour votre présentation. Donc maintenant on va passer à la partie questions donc, qui ont été préparées par le club astronomie de l'ENAC. Donc moi je m'appelle Quentin Parpette et donc je fais partie de ce club. Je suis en deuxième année à l'ENAC, promotion IENAC 18. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première question pour vous Romain. Donc que pouvez-vous nous dire de la formation en télécommunication à l'ENAC et ce qu'elle vous apporte encore aujourd'hui? Alors la formation en télécom à l'ENAC, elle est très théorique. Moi, le seul, enfin, elle est vraiment très théorique. Bon, elle est utilisée, hein, je l'utilise encore aujourd'hui, c'est-à-dire que sur des bilans de liaison, par exemple satellite, un bilan de liaison, ça permet justement de calculer la taille des antennes, de calculer la taille des amplificateurs, etc. Donc ça, c'est vraiment du théorique. Maintenant, on a des outils qui permettent de ne pas faire les calculs à la main, bien entendu, comme on peut le faire à l'ENAC. Mais l'idée, c'est de comprendre, bien entendu, pourquoi on fait ces calculs-là et pourquoi ils sont faits par les logiciels. Maintenant, si je peux reprocher quelque chose à la formation de l'ENAC, c'est de ne pas nous avoir mis devant des équipements réels. Quand on arrive dans le monde du travail, on va nous demander est-ce que vous avez configuré des routeurs, est-ce que vous avez configuré des modems, etc. Vous parlez du fait que vous êtes ingénieur télécom. Et en fait, à chaque fois, la réponse était non. Donc ça, c'est vrai que ça manque un peu, disons. Maintenant, on a tout dans la tête en fait pour réagir très très vite et pour apprendre assez vite disons la maniabilité des équipements. Parce qu'on a vraiment toute la théorie qui va bien. Ok, merci pour votre réponse. Ensuite, donc une autre question préparée par le club. Donc, que recommanderiez-vous à des personnes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que l'ENAC vous a-t-elle aidé à avoir toutes les clés en main pour pouvoir construire votre entreprise? Alors, je voulais dire aussi que l'ENAC est une école très reconnue. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, globalement. Parce que quand on… Enfin, en tout cas, moi, la première fois qu'on m'a embauché, on m'a dit on t'a embauché parce que tu sors de l'ENAC. Donc, c'est vraiment ça qui ressort. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on voit mon CV et qu'on sait que je sors de l'ENAC, eh bien, les personnes derrière, ils savent que je vais être quelqu'un de sérieux techniquement, d'accord, et que je vais aussi avoir un savoir-vivre. C'est quelque chose qui avait été dit quand on est arrivé à l'ENAC, qui nous avait fait un peu sourire, mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important, de savoir s'insérer dans une équipe, de savoir parler tout simplement, de parler potentiellement d'autre chose que du boulot. C'est quelque chose d'assez reconnu également chez les Énaciens. Et qu'est-ce que je dirais aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien, c'est d'oser, tout simplement. Il faut essayer de jouer aussi sur la corde de la chance. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance et ça a marché. Maintenant, c'est difficile, d'accord? Ça fait juste même pas 2 ans que je suis entrepreneur. C'est très difficile. J'ai eu 0 de chiffre d'affaires sur la première année. Okay, après, ça monte petit à petit, d'accord? Mais c'est vraiment difficile. Donc, ayez un petit peu de l'argent de côté, on va dire, qui vous permet en fait de pas vous vendre au rabais. Ça, c'est vraiment, essayer de pas le faire. Donc, essayez d'avoir un peu d'argent à ce niveau-là, qui vous permet en fait d'attendre des projets et de pas forcément prendre tout ce qui arrive partout. D'accord, très bien, merci. Ensuite, une autre question. Donc, vous en avez déjà parlé lors de votre présentation. Vous avez effectué un échange académique lors de votre 3e année en Finlande à Tampere University of Technology. Donc, vous avez déjà parlé de qu'est-ce que cela vous a apporté sur le plan personnel. Mais la question est, est-ce que c'était aussi un bon moyen de compléter votre formation du coup, en télécom à l'ENAC, cet échange académique? Ah ben, complètement. Vraiment, j'ai
commencé à comprendre des choses qu'on avait déjà vues à l'ENAC. J'ai commencé à les comprendre en Finlande, d'accord, parce que la méthode de travail est complètement différente. Si vous voulez, les examens en Finlande sont pas du tout importants. Ils sont même extrêmement simples à réaliser. Ce qui est difficile, c'est les exercices qu'on vous donne à faire toutes les semaines. Toutes les semaines, sur chacune des thèmes que j'ai faites là-bas, eh bien, j'avais des exercices à faire et c'était obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne rendez pas les exercices, vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à l'examen. Donc, c'est une vision complètement différente de l'ENAC où, lorsque vous arrivez en TD, eh bien, vous n'avez pas forcément fait les exercices ou vous n'avez pas fait. Vous les faites en direct au tableau. Eh bien, là-bas, c'est complètement différent. Vous avez vraiment un investissement assez élevé à avoir tout au long de l'année, d'accord. Sachant que, bon, vous ne le savez pas à la base, mais en réalité, l'examen de validation, parce qu'en fait, ils appellent ça juste de la validation, il est très simple. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris, bien sûr, vous allez chuter à cet examen. Mais si vous avez compris qu'est-ce que vous faisiez pendant vos exercices, eh bien là, vous n'avez aucun problème. Et cette vision-là des choses, pour moi, elle m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est une vision, en fait, du monde du travail. C'est-à-dire que, OK, vous pouvez être très bon techniquement, etc., et avoir un examen qui va se passer très, très bien. Maintenant, derrière, est-ce que vous savez l'utiliser? Est-ce que vous avez vraiment compris le concept? Ça, c'est autre chose. D'accord. Merci encore une fois pour votre réponse. Enfin, on va terminer avec une dernière question. Donc, vous en avez parlé aussi. Vous avez fait partie en 2019 de l'équipe organisatrice du Sali Air Show au Sénégal, donc qui a été le premier meeting aérien d'Afrique de l'Ouest, où l'ENAC était d'ailleurs partenaire avec notamment un morceau de ciel bleu. Donc, ceci vous a-t-il rappelé certaines expériences que l'on peut vivre à l'ENAC, telles le CARE Expo, et étiez-vous engagé également lors de vos études dans d'autres associations à l'ENAC ou en dehors? Alors oui, si je me suis engagé sur le Sali Air Show, c'est vraiment parce que j'avais des expériences d'associatif à l'ENAC. J'étais membre organisateur aussi de l'EAG, donc du tournoi sportif organisé à l'ENAC, Supaéro, etc. Ça m'avait beaucoup plu. J'étais également responsable de la logistique à l'époque. On avait aussi organisé un festival de rock à l'ENAC. Tout ça pour dire que, ok, il y a les cours à l'ENAC, ça c'est indéniable il faut aussi les suivre. Mais encore une fois, vous apprenez énormément de choses en vous investissant ailleurs. Parce que c'est pas en lisant des cours qu'on apprend à manager une team. C'est pas en lisant des cours qu'on apprend aussi à faire des concessions, etc. Ou à aller chercher des fournisseurs, à négocier des tarifs, etc. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup servi. Et on voit que derrière, le réseau alumni, il s'en souvient aussi. Et c'est Bamba Fall hein, qui m'a contacté. Il savait que j'étais au Sénégal. Il m'a dit, ben voilà, j'ai un projet. Est-ce que tu es motivé? Et puis derrière, on y va, quoi. Sachant que ça faisait déjà, maintenant, ça fait plus de 10 ans. Hein. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis rentré à l'ENAC. Donc, c'était un peu loin comme compétences, mais en tout cas, elles sont encore là. Donc oui, c'était extrêmement intéressant et engagez-vous. Que ce soit à l'ENAC ou ailleurs, moi je suis resté un petit peu trop à l'ENAC, on va dire. Je pense que Toulouse est également un endroit où on peut s'investir un peu partout. Ça permet aussi de vous faire des contacts, c'est vraiment super sympa. D'accord, très bien. Bon, mais merci beaucoup, Romain, pour votre présentation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Quentin et merci à vous. Merci. On va maintenant du coup laisser la parole à Christophe Aubé qui va nous parler de son entreprise Agriculture. Bonjour à tous. Alors j'espère que c'est visible, que ça apparaît. Là, ça doit être visible. Alors Christophe Aubé, je suis
cofondateur d'une société de robotique agricole. Et avant de parler globalement du milieu spatial, je vais parler du milieu agricole et pourquoi le spatial aide le milieu agricole. Très rapidement, parce que ce n'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, on a un énorme défi dans la partie production de nourriture qui est, en gros, en 2050, on va passer à 10 milliards de personnes sur Terre. La société ne veut plus de produits chimiques ou en tout cas de produits chimiques de synthèse dans les champs, plus de pesticides. On veut de la nourriture durable et à côté de ça, on a une chute très importante des personnes qui travaillent dans les champs et ça, finalement, pas forcément que en Europe, mais en fait dans le monde entier. Et en fait, si aujourd'hui on dit que on veut plus de chimie, on a moins d'ouvriers et qu'on veut quelque chose qui soit très sain, en fait, ça nécessite soit d'avoir énormément d'ouvriers dans les champs, chose qu'on n'a pas, soit ça nécessite de payer beaucoup plus cher notre nourriture. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que si on veut une nourriture plus durable, sans changer globalement les prix, en fait, il faut trouver un nouveau modèle sur la production agricole. Et en fait, on s'est dit, en s'appuyant sur la décroissance, ou en tout cas la chute des personnes disponibles dans les champs, on s'est dit, en fait, plutôt que d'aller proposer un modèle qui va supprimer des emplois, on va proposer un modèle qui va préserver les emplois dans le milieu agricole en complétant la production par des robots. On va migrer vers une nourriture, ou en tout cas une production beaucoup plus durable. Et en fait, ce défi de la production durable, en fait, nous, on l'a un peu schématisé. Alors, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. On l'a schématisé par ce temple ou cette construction. Je ne sais pas si ça s'affiche. Cette construction qui est, en fait, si on veut une nourriture durable tout en préservant l'environnement, les agriculteurs et le consommateur, en fait, on a besoin d'un nouveau système et nous, on l'a appelé robotique. La robotique, pourquoi c'est intéressant dans la production du futur et pourquoi ça utilise le spatial? En fait, globalement, ce qui se passe, c'est que les systèmes de satellites, et en particulier tous les systèmes GNSS, permettent d'aller faire ce qu'on appelle l'agriculture de précision, l'agriculture de très haute précision, dans le sens où on va utiliser des systèmes de très haute précision, donc du GNSS RTK. Donc GNSS différentiel, DGPS pour certains, peu importe. Ce qui nous permet d'avoir, en sortie d'antenne, 2 mm de précision, globalement 1,5 cm au sol, pour aller faire plein d'opérations. Des opérations de broyage plutôt que d'utiliser pour de l'entretien là à gauche des sapins, plutôt que d'utiliser des herbicides, des opérations de désherbage mécanique plutôt que d'utiliser des herbicides au milieu, des opérations d'apport de biocontrôle, ce qu'on appelle biocontrôle des herbicides bio, mais ultra localisés parce que ça coûte quand même très cher, ou encore une fois plein d'autres opérations de très haute précision. Et en fait, toutes ces opérations-là, elles sont possibles uniquement parce qu'on est capable de gérer le positionnement et le guidage de nos systèmes par GPS, en fait. Enfin GNSS. Voilà. Et en fait, pour être pertinent sur ces systèmes-là, et je pense que si certains se rappellent un petit peu des cours de GNSS ou l'utilisent de manière générale dans leur milieu professionnel, on se rend compte que avoir du GPS, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très évident. Et encore plus quand on dit au système, tu vas évoluer dans un environnement où il n'y a aucune référence extérieure et tu vas devoir garantir de ne jamais sortir de ta zone sécurisée. Et donc, en fait, nous, c'est ce qu'on a essayé d'apporter. Sur le produit qu'on a fait. En fait, on a développé un système à partir du rachat d'une société en 2016 qui va fournir un positionnement intègre et on va fournir aussi ce qu'on appelle du geofencing, donc des barrières virtuelles en fait modélisées par des positions GPS, GNSS, ultra sécurisées. Et en fait, ça permet de dire je suis capable de guider mon robot très précisément grâce au GNSS, mais d'autre part, on est capable
de garantir que notre petit robot qui fait jusqu'à 2 tonnes pour certains, uniquement grâce au geofencing, donc au système GNSS, est capable de ne jamais sortir et donc on garantit la sécurité. Et globalement, ce premier produit, en fait, qui est une boîte de positionnement comme une autre, mais avec un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires et des petits brevets, parce qu'en fait, on peut se protéger, on a commencé à le déployer dans différents systèmes. Au début, on l'a déployé sur nos propres robots. En disant, bon, bah, très bien, nous, on va développer nos propres robots pour certaines cultures et on était très contents. Et en fait, on a des industriels qui sont venus en nous disant, bah, écoutez, nous, on veut migrer dans l'agriculture du futur, on veut faire énormément d'opérations, sauf que globalement, le GNSS, c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser, d'une part, qui est relativement coûteux quand on voit une très haute précision. Et donc, ces industriels nous ont dit, bah, écoutez, vous avez déjà des robots, aidez-nous à développer nos propres robots, et comme ça, vous pourrez intégrer nos systèmes. Et du coup, on a eu un modèle économique où on va développer des robots avec des gros industriels, dont un qui est le leader mondial de la machine agricole, en plus et en parallèle de nos propres robots. Et en fait, globalement, pour comprendre un petit peu plus ce qu'il y a dans nos projets, dans nos produits, c'est qu'on a d'une part le positionnement, c'est bien, bon, il y en a d'autres sur le marché, mais on a une capacité de guidage parce que globalement, le robot, il faut quand même qu'il évolue dans un champ, qu'il fasse un certain nombre d'opérations. Mais en plus de ça, comme on a un peu parlé sur le futur, on a intégré un certain nombre de capacités d'intelligence artificielle et de la connectivité. Et en fait, ce boîtier, qui devient de plus en plus plug and play, permet de prendre n'importe quel système qui se déplace et de le rendre opérable de manière ultra sécurisée n'importe où. Et donc, il n'y a pas longtemps, on nous a demandé sur l'aéroport comment on fait pour déplacer des chariots de bagages, comment on fait sur d'autres aéroports pour aller entretenir de nuit les abords des pistes, pour aller vérifier que toutes les lumières d'aéroport sont toujours performantes. Donc, tous ces éléments-là pour entretenir de manière sécurisée un certain nombre faire un certain nombre d'opérations. Donc, ces premiers robots, on les a démarrés donc, en 2017. On a eu un premier robot qui a tourné et qui tourne très bien. Et donc là, on est en plein de mise sur le marché pour ce qu'on appelle la grande culture. Donc, c'est blé, orge, céréales, maïs. Mais donc ça, c'est avec un partenaire industriel. On appelle partenaire industriel parce que ça les brosse dans le sens du poil. En fait, c'est surtout des clients. Après, on en a un deuxième partenaire industriel pour de la vigne. Donc, on a essayé de couvrir un autre segment avec de la vigne, avec des robots à haute valeur ajoutée. Et toujours la même chose, guidés uniquement par GPS de manière ultra sécurisée. Il faut imaginer que dans la vigne, si on se plante un petit peu sur une loi de guidage et qu'on arrache un cep de vigne en Champagne, ça nous coûte 1 800 € de dédommagement. Donc, on n'a absolument pas le droit de se planter dans le guidage. Et derrière, on a nos propres robots qui utilisent exactement les mêmes technologies de guidage, de positionnement, de sécurité. Donc, on a des robots donc là, qui sont en cours de prod, malheureusement bloqués parce que Covid, mais qui devraient bientôt être livrés et donc à destination des cultures que l'on ne traite pas avec nos partenaires industriels et donc des cultures qui vont être aussi bien les sapins de Noël, la vigne large qu'on différencie de la vigne étroite, donc là c'est typiquement dans le Val-de-Loire, ou toute la partie maraîchère. Donc en fait, aujourd'hui, notre produit qui est devenu un peu une baseline de tous nos robots est déployé absolument partout. Et à partir du moment où on avait ces premiers robots qui tournaient, en fait, on est venu nous voir en nous disant, bah, écoutez, très bien, nous, on veut des robots spécifiques pour telle ou telle opération, aussi bien en Champagne pour de l'assistance pour tailler les vignes, toujours, encore une fois, guidés qui remontent de l'information avec toute l'intelligence artificielle, ou alors pour faire d'autres opérations dans le cognac. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'avec un produit de base, on est capable de déployer un certain nombre d'autres produits dans le milieu agricole et en fait hors du milieu agricole, puisque, je vais avancer, on a ADP, SNCF qui sont venus nous voir pour essayer de travailler avec nous sur des robots hors du milieu agricole. Et il n'y a pas longtemps, dans cette même logique, on a un groupe russe qui est venu nous voir en nous disant, écoutez, j'ai 5000 km de pipeline et je dois entretenir les abords des pipelines et derrière, je dois
sortir une cartographie très précise de l'état des pipelines. Et donc, vu qu'on sait faire de la partie entretien, alors ce n'est pas tout à fait du milieu agricole, on ne sait pas du broyage comme on peut avoir dans le milieu agricole, mais quelque chose qui est relativement connexe, et qu'on fait tout le volet intelligence artificielle, on est en train de mettre en place le projet pour pouvoir faire cette activité qui est connexe, mais qui intègre tout notre savoir-faire en termes de guidage, d'intelligence artificielle, de positionnement et de remontée d'informations du terrain. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est à Toulouse, donc avec un très gros volet sur la partie guidage et positionnement. Globalement, c'est quand même ça ce qui nous fait connaître et ce qui nous fait notre plus-value. Mais derrière, globalement, comme on a des robots agricoles, on a un volet agronomie, robotique et intelligence artificielle. Alors, ça fait un petit peu… on l'utilise assez facilement, l'intelligence artificielle, et en fait souvent à tort. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a quand même une énorme plus-value dans notre savoir-faire, dans le sens où on travaille sur des énormes bases de données d'images, d'informations de tout genre, et ça nous permet globalement d'avoir des robots qui sont terriblement plus puissants que ce que l'on peut trouver globalement sur le marché. Aujourd'hui, et là ça va conclure globalement la présentation, on est 3 cofondateurs. Vous avez en gros toutes les écoles d'aéro qui sont représentées avec NCK, Super Aero et l'ENAC. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est vraiment notre passé dans le milieu aéronautique et dans le milieu spatial, dans le sens où on travaille sur des systèmes qui sont complexes à gérer, qui nécessitent d'être très robustes. Et donc, on exploite allègrement notre connaissance de la DO 178, même si on ne développe pas suivant ces standards-là. On utilisait énormément toute la partie radar, on utilisait énormément la partie GNSS, et c'est ce qui fait la force aujourd'hui dans un milieu qui, même le milieu agricole, même s'il n'est pas… même s'il utilise quand même beaucoup de technologies, il n'a pas forcément beaucoup d'experts dans ces technologies-là pour les déployer dans ce domaine-là. Voilà, je vais m'arrêter ici et vous laisser poser des questions. Donc, merci beaucoup Christophe pour la présentation de votre entreprise Agriculture. Donc, le Club Astronomie a préparé des questions sur votre parcours. Donc, tout d'abord, la première question. Donc, vous avez travaillé à Safran à la sortie de l'ENAC, dont 1 an expatrié en Inde dans le développement logiciel. Est-ce que cette expérience au sein d'une autre culture a-t-elle eu une influence sur vos envies et votre motivation pour monter votre propre entreprise? Alors, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris qu'en connaissant 3 mots d'anglais et un TOEIC au ras des pâquerettes, on pouvait être envoyé expatrié par le groupe Safran en Inde, ce qui est une prouesse assez extraordinaire. De souvenirs, j'ai été catégorisé comme la pire crasse en anglais. Alors, c'était ma LV2 quand même, à l'ENAC. Donc, globalement, rien n'est perdu, même quand on est au bout du bout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Inde, ils sont quand même très forts. C'est qu'avec 3 kopecks, enfin 3 roupies, ils sont capables de monter un business florissant uniquement avec un peu de créativité. Et globalement, en France, on oublie de temps en temps qu'on n'est pas obligé de passer par des levées de fonds pour faire une start-up à tour de bras tous les ans pour avoir des capitaux et sortir quelque chose d'extraordinaire. On peut globalement, en prenant un petit peu plus de temps, sortir des sociétés et des rentabilités très intéressantes en faisant attention à son développement. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Si on nous compare avec les sociétés, d'autres sociétés robotiques, finalement, on a levé 3 fois rien quand d'autres ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est ça. Et pour revenir sur la différence de culture, alors effectivement, en partant en Inde, j'ai fait quand même un choix un peu extrême en termes de choc culturel. J'ai appris que ce n'était pas la peine d'aller les faire rentrer dans mon cadre de pensée de ce que devait être le comportement d'une personne. Pour exemple, quand un Indien me crache sur les pieds et que en fait, c'est la base, qui fait juste pas attention, et que j'essaye de lui expliquer que c'est pas forcément comme ça ou que je suis choqué, en fait, j'ai rapidement arrêté de réfléchir en tant que bon petit Français en Inde et j'ai essayé de
rentrer dans le cadre de la culture indienne. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que globalement, quand on continue à réfléchir avec cette mentalité franco-française, on va réussir à se bloquer énormément d'opportunités, énormément de réflexions, plutôt que de vraiment rentrer dans la culture de la personne ou dans le pays dans lequel on est. Et à partir du moment où effectivement je suis rentré dans cette réflexion, dans cette mentalité indienne, d'une part, bon, ça m'a énormément allégé l'esprit parce que quand on rentre dans une foule, on joue des épaules et puis c'est terminé. Et d'autre part, on finit par découvrir énormément d'autres choses et ça, c'est très enrichissant. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Ensuite, une question. Donc, les robots que vous concevez utilisent entre autres une technologie GPS pour naviguer de façon autonome. Les connaissances qui vous ont permis de développer cette technologie vous ont-elles été enseignées à l'ENAC lors d'une spécialisation avancée en GNSS en 3e année, par exemple, ou les aviez-vous apprises lors de stages ou d'autres expertises extérieures? Alors, ni l'une ni l'autre, je l'ai acheté. On a racheté en 2016 une société qui s'appelait Naventime, dont la gérante a donné des cours à l'ENAC, qui était reconnue au CNES et tout ça, mais qui n'a pas réussi à sortir un produit polyvalent. Donc nous, on l'a racheté et on a récupéré avec le rachat des actifs de cette société, Emmanuel, donc, qui est cofondateur et qui avait développé toute l'algorithmie du GNSS RTK. Donc en fait, la connaissance GNSS, elle ne vient pas de moi, même si je comprends très bien le système, je comprends très bien comment l'utiliser, mais globalement, ce n'est pas moi la personne clé sur la partie GNSS. Donc, oui, l'ENAC m'a permis de comprendre globalement ce qu'était le GNSS. Oui, l'ENAC m'a permis d'intégrer les complexités de ce système-là, les limites et les différents éléments permettant de caractériser un GNSS, mais pas plus. D'accord, très bien. Ensuite, donc, pensiez-vous déjà lors de vos études à l'ENAC à une potentielle orientation vers le milieu de l'agriculture, par exemple dans le choix de votre filière ou de vos stages? Non. Alors, je suis fils d'agriculteur, donc ça peut aider, mais en fait, globalement, en migrant à l'ENAC, mon objectif, c'était surtout quitter le milieu agricole. La question ou la réflexion qui est venue, c'est comme j'avais vraiment envie de créer une société, monter une boîte, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait que je suis unique dans la création de société? Et ce qui fait que j'étais unique, alors je ne suis jamais unique, hein, mais ce qui fait que mon parcours est différent de beaucoup d'autres, c'est le fait que d'une part, j'avais une connaissance du milieu aéronautique avec toutes ses composantes et que d'autre part, j'avais une expérience agricole, alors c'était purement familial, mais peu importe. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma création de société, j'apporte quelque chose de plus. Donc, non, je n'avais pas forcément l'idée de repartir dans le milieu agricole. En revanche, ça a été rattrapé, ça m'a rattrapé en tout cas, et aujourd'hui, j'en suis très fier, très content. D'accord, très bien. Une dernière question du coup pour vous, Christophe. Que pensez-vous de l'aspect associatif à l'ENAC? Vous êtes-vous investi dans une association qui a pu vous aider à développer votre esprit d'initiative et vous guider vers l'entrepreneuriat? Alors, association ENAC zéro ou proche, en revanche, j'étais investi à l'extérieur de l'ENAC. Ce qui m'a effectivement poussé un petit peu à tester un peu mes capacités managériales et à surtout pointer du doigt mes faiblesses en management. Voilà, je me suis quand même bien planté dans mes engagements associatifs. Donc, voilà, j'ai beaucoup appris en me plantant, et c'était surtout à l'extérieur de l'ENAC. D'accord, très bien. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et pour les questions du club astronomie auxquelles vous avez très bien répondu. Donc maintenant, on va laisser la place à Nicolas Capet, sa présentation de Anywaves. Entendu et bonjour à tous. Voici
Voilà. Je pense que la première planche doit s'afficher. Donc, bonsoir à tous. Et puis, merci déjà pour cette invitation. C'est un grand plaisir à chaque fois de pouvoir revenir m'exprimer à l'ENAC, hein, que ce soit sur les sujets entrepreneuriat ou même, je me souviens, il y a quelques années, les premières années en amphi et ces fameux conseils, parce que l'air de rien, c'est vrai que le temps a passé, mais il y a donc 2004, hein, pour moi, j'étais arrivé j'avais mis mes fesses sur les bancs de l'ENAC pour la première fois. Et en effet, ça fait un petit bout de chemin parcouru, mais c'est toujours avec une certaine nostalgie que je repense à cette belle époque. Et puis finalement, quand je me remets un petit peu dans ce temps-là, c'est vrai que j'avais aucune idée du fait que j'en serais là aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc c'est vraiment super qu'il y ait ces événements qui soient organisés pour les étudiants. Et puis que vous vous posez, voilà, au moins ça va vous apporter peut-être quelques éléments pour réfléchir un petit peu à l'avenir, parce que finalement, un des bilans de tout ça, c'est que ça a été dit, hein, voilà, l'ENAC, c'est quand même une superbe école, très reconnue, avec un niveau de formation excellent. Et derrière, on arrive avec un bagage, alors certes très armé dans le domaine aéronautique spatial, évidemment, mais même bien au-delà de ça. Et encore une fois, voilà, le message, c'est que derrière, tout est possible, hein. Vous avez vraiment un bagage technique, des compétences qui ont été développées, et les portes s'ouvrent à vous pour vous épanouir dans le monde professionnel d'une manière ou d'une autre, chacun sa voie. Mais en tout cas, surtout, ayez l'ambition d'aller vers là où vous avez envie d'aller, là où votre envie vous pousse, parce que c'est là où on est les meilleurs, c'est là où on s'épanouit le plus. Et je pense que c'est la voie à suivre, en tout cas pour vous qui allez débuter votre carrière professionnelle. Et même d'ailleurs ceux qui en sont en cours ou au milieu, hein, il est toujours temps de changer. Alors, en quelques mots, donc moi, oui, je viens de l'ENAC, spécialité électronique. Derrière, j'avais fait un diplôme d'ingénieur. Derrière, j'avais fait un doctorat à l'ONERA, donc pas très loin de l'ENAC, pour continuer à me spécialiser dans l'électromagnétisme, plus particulièrement les antennes. Et derrière, j'ai eu la chance de pouvoir, au tout début de ma carrière, intégrer le CNES, l'Agence spatiale française, au sein du service antenne. Et notamment, j'ai eu la chance de pouvoir porter très nombreuses activités, des sujets très amont, hein, avec des technos un peu en rupture, des technos amont, donc plutôt basse TRL, comme on dit. Et puis des programmes, pour le coup, avec de la maîtrise d'ouvrage auprès des grands maîtres d'œuvre, Thales, Airbus. En travaillant avec des gros primes, avec des PME, avec des universités, avec mes collègues du CNES, de la thermique, de la mécanique, de l'électronique, etc., etc. Donc vraiment un environnement assez exceptionnel, empli de gens ultra compétents, ultra passionnés, hyper enrichissants, avec des missions qui sont juste extraordinaires, hein. Le spatial, c'est un de nos fleurons, très très présent en plus dans la région. Et on a une renommée mondiale et on peut clairement revendiquer à prétendre, en tout cas, être clairement sur le podium. Et je l'espère, en tout cas, c'est la raison qui m'a poussé à entreprendre dans ce domaine, à revendiquer la place de numéro 1, parce qu'on a des sacrés atouts à faire valoir sur le sujet. Donc moi, voilà, après c'est presque 10 ans au CNES, là, à faire toutes ces activités. Donc, mon objectif à l'époque, c'était clairement de préparer les technologies du futur et préparer l'industrie spatiale française pour qu'on reste au top dans ce domaine, qui est un domaine d'une part très porteur commercialement, extrêmement stratégique pour des questions d'indépendance, et extrêmement utile pour l'humanité quand on voit tout ce que ça peut nous apporter, même si on n'en est pas conscient, mais c'est de la navigation, c'est de l'observation de la Terre qui a permis de conclure au réchauffement climatique, c'est des télécommunications vers les endroits les plus reculés dans le monde, donc de l'accès à de l'information, à de la connaissance, donc c'est vraiment une portée qui est mondiale. Et puis quand on est dans l'espace, la Terre c'est une boule, et la Terre c'est une boule, et l'espace n'a pas de frontières. Donc certes, on s'organise entre pays pour pouvoir cohabiter là-haut, mais c'est quelque chose d'assez beau, et en tout cas voilà, dans les valeurs que ça porte et l'ambition que ça peut donner à la France, à l'Europe, et puis finalement
toute notre planète et aux enjeux globaux qui nous concernent. C'est absolument formidable. Et donc, c'est pour ça que nous, on a un métier très particulier. Vous l'aurez compris, il s'agit des antennes. Donc, les antennes, et en particulier, nous, on se spécialise sur le marché des constellations de petits satellites. Parce qu'en fait, alors, pour raconter très rapidement, il y a eu tout un événement, et je pense que d'ailleurs Antoine en remettra une petite couche derrière, mais il y a eu l'apparition de ces fameux CubeSat, donc qui sont vraiment des satellites de très petite taille. Vous pouvez d'abord voir une maquette du satellite iSat, donc en taille réelle. Là, on est sur un satellite de taille 3U, donc en particulier qui a été mis au point par l'équipe de U-Space, et sur lequel donc on a équipé nous en antenne ce satellite. En fait, avec ces petits satellites, on se rend compte qu'avec des systèmes de constellation ou alors des satellites développés très très rapidement, on vient un petit peu en rupture de ce qui se fait dans le spatial traditionnel, là où les temps de développement étaient extrêmement longs, les montants aussi des programmes étaient extrêmement importants, c'était très très cher. Le spatial, il y a peu de pays qui peuvent prétendre à accéder à l'espace aujourd'hui dans le monde. De plus en plus, on voit que ça se démocratise, mais il n'y a que quelques rares privilégiés qui disposent de ces technologies aujourd'hui. On en fait partie. Et donc, avec cette approche qui est très différente, qui permet en fait d'envisager des systèmes spatiaux qui vont être très complémentaires des satellites traditionnels, là où un traditionnel va avoir une très grande durée de vie, 10-15 ans, une très grande couverture, etc. etc. Les petits satellites, eux, vont pouvoir apporter plein de choses très, très complémentaires, avec des coûts nettement réduits, des temps de développement beaucoup plus réduits, une approche beaucoup plus industrielle. On se rapproche d'une logique industrielle orientée aéronautique où on achète des composants sur étagère, et la possibilité de mettre ces systèmes en constellation, donc aller chercher des dimensions qui ne sont pas accessibles avec le traditionnel, donc des aspects temps réel, des aspects couverture globale, etc. etc. Et donc, nous, notre métier dans tout ça, puisque évidemment, dès qu'on parle de satellite, on parle de système sans fil. Il n'y a pas de câble permettant de relier ou de fibre permettant de passer les données depuis le sol jusqu'à l'espace. Et dès lors qu'il y a des systèmes sans fil, forcément, il y a des antennes à l'émission et à la réception. Et c'est un élément qui est hyper critique pour tout un tas de systèmes, dans tout un tas d'applications, télécommunications, notamment pour du débit, etc., de la disponibilité, la navigation pour aller se positionner de manière très précise. On en a eu un exemple d'application avec Agriculture qui utilise ces technologies et on voit ce que ça permet d'envisager comme nouvelle technologie pour des applications sol. De l'observation de la Terre, donc j'ai cité l'exemple du réchauffement climatique, mais il y a tout ce qui est observation optique, après avec tout un tas d'enjeux stratégiques. Et puis après, évidemment aussi des missions scientifiques, puisque l'espace est encore un domaine inexploré. On en apprend de plus en plus, mais au final, plus on en apprend, plus on voit que l'univers qui nous entoure est grand et riche en connaissances. Et donc, c'est aussi une dimension qui est extrêmement intéressante dans le spatial, où on repousse ses frontières avec des environnements très sévères, des technologies de pointe, et on cherche toujours, nous, à aller plus loin pour mieux comprendre dans le milieu dans lequel on évolue. Et donc, dans ce contexte-là, donc là, vous voyez une petite photo de l'équipe, actuellement, l'équipe d'Anywaves, qui est mobilisée parce que nous, les antennes, c'est un équipement qui est assez particulier, en particulier sur les satellites, parce que souvent, c'est un point de panne unique. Et au-delà c'est un équipement qui contribue énormément à la performance des systèmes. Donc, finalement, je dirais à la valeur ajoutée de la mission de nos clients. Ça peut être du débit, de la sensibilité, de la précision. Voilà, après, tout dépend des applications. Dès qu'il y a du sans fil, il y a des antennes. Donc, c'est très, très large comme domaine d'applicatif. Et donc, clairement, nous, notre mission, c'est de pouvoir proposer des équipements avec des niveaux de fiabilité extrêmement élevés, parce que si l'antenne est amenée à défaillir pendant la mission, vu que c'est un point de panne unique, on perd tout le satellite. Donc, autant vous dire que c'est particulièrement dommageable potentiellement pour nos clients.
le fait qu'on va proposer des équipements haute performance, on va contribuer à l'optimisation du système de nos clients, donc les satellites. Donc, ça va être de la sobriété énergétique parce qu'on a peu de puissance qui est disponible à bord avec les panneaux solaires et les batteries. C'est très, très contraint. Et puis finalement, la performance et la valeur ajoutée des données qu'ils vont pouvoir collecter et derrière revendre à leurs clients pour faire leur business. Et un aspect qui est important, nous, qu'on a pris d'emblée dans ce nouveau marché, le marché du New Space, c'est une approche très industrielle avec de la capacité de production et avec surtout du délai de développement et de fabrication qui est très court par rapport à ce qui se fait dans le spatial traditionnel. Alors voilà, depuis la création, donc avril 2017, on vient de fêter nos 3 ans. Donc en confinement, malheureusement, on n'a pas pu fêter ça dignement, je dirais, mais on a hâte. Donc voilà, ça montre un petit peu comment on a évolué dans le temps. Quelques succès, des beaux contrats avec l'ESA, avec le CNES. On a été lauréat iLab. On a pu faire une première levée de fonds pour accélérer notre développement. Aujourd'hui, c'est 5 antennes en orbite, 3 sur le satellite ISAT de U-Space, 2 sur le satellite Angels d'Emeria et plus de 30 modèles de vol livrés en 2019. Et puis en ce début d'année, donc on a été élu Startup de l'année de la région Occitanie. Et donc, on continue à se développer avec une ambition forte, clairement, qui est de devenir le leader sur ce marché, le leader mondial sur ce marché. Alors voilà un petit exemple des différents produits qui sont déjà disponibles, industrialisés. Donc une antenne bande S, une antenne bande X et puis une antenne de navigation qu'on développe avec le soutien de l'ESA. Donc qui est très miniature et qui est capable de gérer tous les signaux de toutes les constellations de satellites là, pour faire du très haute précision de positionnement. Et puis des sujets de R&D parce que Anyways est une entreprise jeune. Alors on a la chance de pouvoir avoir déjà des produits disponibles, industrialisés et qu'on vend, mais on a encore beaucoup de travail pour étoffer notre portefeuille de produits antennes, puisqu'il y a tout un tas de besoins à couvrir. Et en particulier, voilà quelques illustrations de ce qu'on peut développer, donc des technologies de rupture que j'avais brevetées où on vient structurer la matière en 3D à partir de matériaux céramiques imprimés, donc technologie 100% française, très très haut niveau, donc en rupture avec ce qui se fait traditionnellement, et puis tout un tas d'autres concepts d'antennes dépliables pour ces petits satellites, parce que l'antenne a la particularité d'être soumise aux lois de la physique, aux équations de Maxwell, et donc il y a un moment, assez rapidement, on se rend compte que l'antenne, avec le gain qu'elle peut apporter, et ça peut changer la donne sur tout un tas de missions, et en particulier, qui dit antenne avec beaucoup de gains, ça veut dire qu'il faut des dimensions importantes en fonction des fréquences, évidemment, soit de la surface, soit de la hauteur, soit tout un tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec des antennes qui, demain, seront sur ce genre de petites plateformes, seront plus grosses que le satellite, en fait. Et donc, ça montre un petit peu l'importance de cet équipement. Donc voilà, en quelques mots extrêmement rapides, une présentation de qui on est, d'où on vient. Évidemment, tout ça a été rendu possible avec tout un tas de partenaires qui sont présents au niveau national, dans la région, à l'international. Il y a vraiment tout un écosystème qui est très, très favorable au développement des entreprises, à l'accompagnement, de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est aussi grâce à tout cet écosystème qu'on a réussi à se développer comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Merci je vous remercie. beaucoup. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre présentation. Donc, on va passer aux questions préparées par le Club Astro. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'Enaccélérateur, l'incubateur de start-up de l'ENAC, qui a permis à votre entreprise de se développer? Oui, tout à fait. Alors, donc nous, on a rejoint. Alors, au moment où j'ai créé, l'Enaccélérateur n'était pas encore ouvert. On l'a rejoint à peu près 1 an après la création.
en particulier parce que sur ces sujets de navigation, on travaille en collaboration avec les laboratoires de recherche de l'ENAC qui sont vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Et donc, nous, c'était voilà, pour renforcer ces collaborations via de la proximité et puis avoir un environnement dynamique, qu'on est venu s'installer dans l'ENA Accélérateur. Donc, on est resté, que je ne dise pas de bêtises, une grosse année. Un an et demi à peu près. Et puis aujourd'hui, voilà, on en est sorti parce qu'on a grossi. Les murs n'étaient pas extensibles et tant mieux. C'est une preuve d'émancipation et de succès. Donc ça a été un passage intéressant, ouais, et surtout pour tout ce travail en proximité avec les labos de recherche. D'accord, très bien. Une autre question pour vous, du coup. Aviez-vous déjà des ambitions d'entrepreneuriat lorsque vous étiez à l'ENAC? Vous êtes-vous investi, par exemple, dans la junior entreprise ou dans d'autres assos, ou avez-vous monté des projets personnels? Alors, moi, à l'ENAC, j'ai fait trésorier du foyer et président d'asso. Donc, ouais, j'ai été investi. C'était vraiment une superbe expérience. Et après, cette envie d'entreprendre, honnêtement, à l'ENAC, je ne l'avais pas. En sortant de l'ONERA à la fin de ma thèse, je l'ai eu. J'ai commencé à comprendre que c'est quelque chose qui était très motivant. Par contre, je ne me sentais pas du tout armé. À cette époque-là, voilà, je commençais à peine. Les antennes sont un métier très compliqué. Il faut vraiment beaucoup d'années avant d'avoir une expertise qui permette voilà, de se distinguer. Hein, parce qu'après, quand on se lance, il y a la concurrence. Donc, il faut être capable de se distinguer de la concurrence. Je n'étais pas armé. Et puis, finalement, toutes ces armes-là, j'ai eu la chance de pouvoir les affûter pendant mon expérience au CNES avec justement toute cette diversité de partenaires, cette connaissance du réseau, du métier, et puis voilà, de finalement commencer à développer une vision de ce qu'il fallait vraiment développer comme équipement pour l'avenir. Donc ça, c'est venu plus tard. Donc une envie à l'ENAC, non, elle est venue un petit peu plus tard. Elle est restée un petit peu en stand-by et elle s'est réveillée il y a quelques années. Très bien. Et une dernière question pour vous, du coup. Que conseillerez-vous à des étudiants qui souhaiteraient intégrer le CNES? Quels sont les différents moyens d'y parvenir? Alors, il y a clairement plusieurs façons, puisque là, ça va être très lié au métier qu'on va chercher derrière. Hein. Il y a vraiment tous les métiers qui sont disponibles au CNES. Les métiers d'ingénieur, évidemment, mais dans tout un tas de spécialités. Et puis après, tous les autres métiers, hein, que ce soit du chef de projet, de l'achat, enfin, tout. De ce que j'ai pu voir, mais après là, voilà, je prétends pas détenir une réponse unique. Chaque cas étant particulier. Dans les métiers très techniques, hein, moi j'étais dans la sous-direction radiofréquence par exemple. Si je prends l'exemple du service antenne ou par exemple du service hyperfréquence, etc., c'était une majorité de docteurs quand même qui étaient présents, voilà, pour avoir cette capacité à une expertise technique très très forte. Assez rarement des jeunes sortis en d'école d'ingénieurs. Le CNES apprécie avoir des personnes avec un petit peu d'expérience. Alors, ça peut se faire en intérim au CNES, hein, mais pas avec un statut, on va dire, CDI CNES. Et puis surtout, ce qui est important, même pour vous, si vous avez envie de rentrer au CNES, c'est bien de comprendre sa mission d'intérêt public pour l'industrie spatiale française, pour tout ce que le spatial peut amener, d'une part à nous, citoyens français, mais au-delà, européens et mondiaux. Je pense que c'est important voilà, d'avoir cette étoile dans les yeux, cette flamme qui brille, parce que c'est quelque chose auquel ils sont attentifs. Le CNES, il y a beaucoup de passionnés du spatial pour tout ce que ça peut représenter. Hein. Et je pense que c'est un élément très important pour réussir à convaincre et puis vous être motivé. Parce que si je donne un exemple, moi, la première fois que j'avais candidaté au CNES, j'ai été refusé. C'est que la deuxième fois que j'ai été accepté.
Donc, c'est pareil, vous découragez pas. Les postes au CNES sont très, très demandés. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont rares. C'est pas parce que vous ratez une première fois que vous n'aurez pas votre chance la prochaine fois. Et voire même au contraire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de candidatures. La concurrence est rude. C'est des métiers formidables. Il y a plein de gens compétents sur la planète, mais on a sa chance et donc il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Si ça ne passe pas par la grande porte, ça peut passer par la petite avec peut-être de la sous-traitance au début ou en allant chez Thales, détaché au CNES. Il y a plein de façons de faire. Donc il faut être persévérant. Le spatial apprend la persévérance et l'humilité aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup encore pour votre présentation d'Anywaves. Donc, on va maintenant passer à la dernière intervenante. Donc, n'oubliez pas de rester avec nous pour les questions du public à la fin. Donc, notre dernier intervenant qui va nous présenter son entreprise, YouSpace, donc Antoine Ressouche. Et bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité ce soir. Je suis vraiment très content d'être là avec vous. Donc, je m'appelle Antoine Ressouche, je vais vous dresser rapidement mon parcours. J'ai intégré l'ENAC en 2010. J'ai fait la filière L comme électronique ou télécommunications aéronautique. Je dois vous avouer que mon cursus à l'ENAC, j'étais un petit peu perdu. Et donc, en fin de deuxième année, j'ai décidé de couper court dans mes études et de réaliser une année de césure. D'une part, pour couper dans mes études et puis pour comprendre ce que c'est que le monde du travail. J'avais eu peu d'expérience professionnelle avant et je voulais vraiment savoir ce que c'était que le métier de l'ingénieur tous les jours, ce que c'était que de travailler en équipe, qu'est-ce qu'on faisait concrètement dans le travail tous les jours. Donc, je suis parti pendant un an de césure au CNES sur un projet de nanosatellite qui s'appelait ISAT et sur lequel j'ai été un étudiant en césure au tout début du projet. J'ai travaillé pendant un an sur ce sujet-là, donc dans les phases amont, qui s'appellent les phases de définition de mission et d'analyse de faisabilité. J'ai repris ma troisième année à l'ENAC pendant 6 mois et ensuite j'ai refait mon stage de fin d'études sur ce projet de nanosatellite ISAT. Et comme je faisais bien l'affaire et que mon chef a décidé de me garder, j'ai continué en fait pendant 5 ans pour le CNES à travailler sur ce sujet-là et sur ce satellite-là, sur lequel je reviendrai et qui est actuellement en orbite. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant 5 ans pour le CNES sur un petit satellite qui s'appelait ISAT, que Nicolas vous a montré tout à l'heure sur sa maquette. Et en parallèle de cette expérience-là, où donc j'étais en sous-traitance pour le CNES, est venue l'idée de monter une entreprise avec certains de mes collègues pour réaliser des missions spatiales basées sur des petits satellites, non plus dans un cadre CNES, mais dans un cadre privé, qui serait le cadre de mon entreprise. Donc, YouSpace est une société qui fabrique des CubeSat, 3U et 6U, sur lequel je reviendrai. On a fondé la société en février 2018. On est 3 cofondateurs, actuellement 11 salariés et on vise à être une vingtaine d'ici 2 ans. Donc, je me suis associé avec 2 autres personnes qui ont plutôt des profils techniques. Voilà, moi j'ai fait l'ENAC, mon collègue Fabien a fait l'ISA et Super-Héros et mon collègue Nicolas a fait les mines de Nantes. Des profils plutôt techniques, mais qui nous servent en fait dans le métier du spatial. Hein. On ne vend pas des machines à laver, donc la compétence technique est quand même très forte et très souvent on est obligé de convaincre nos clients via cet aspect-là. Donc YouSpace, qu'est-ce que c'est? YouSpace, c'est un maître d'œuvre système pour des CubeSat 3U et 6U. Alors, les CubeSat, c'est des petits satellites de forme cubique. Un CubeSat 1 unité fait 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc, un CubeSat 3 unités fait environ 10 cm par 10 cm par 30. C'est quelque chose que vous pouvez avoir sur votre bureau, par exemple. C'est un objet qui est tout petit. Maître d'œuvre système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on est capable de partir d'un besoin plus ou moins bien élaboré par un client. Et à partir de ce besoin-là qui est exprimé, et d'un chèque bien évidemment, on est capable de réaliser sur mesure la totalité du système spatial. Ce qu'on appelle le système spatial dans notre jargon, c'est le satellite, qui est une des composantes, la plus visible, mais c'est également tout le segment sol, c'est-à-dire toute l'infrastructure sol dont vous avez besoin pour pouvoir communiquer, opérer, traiter les données du satellite.
Et enfin, tous les aspects que vous ne voyez pas au-delà de l'objet satellitaire, c'est-à-dire le management de projet, l'ingénierie système, la cohérence entre le bord et le sol, l'assurance produit, les aspects réglementaires, calendaires, financiers. Tout ça, c'est tout ça qui fait un projet spatial. Donc, USpace est capable de partir de ce besoin client-là et de le décliner dans quelque chose de sur-mesure pour ce client-là, pour lui fournir à la fin les données dont il a besoin pour réaliser son business, avec un slogan qui est de rendre l'espace utilisable par tous. Donc, on a actuellement un CubeSat qui est en orbite, qui s'appelle ISAT, donc sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. J'ai basé tout le début de ma carrière là-dessus et je travaillais en tant que responsable système, c'est-à-dire comme responsable technique du projet. Voilà. Le projet a commencé en 2012, donc au tout début de ma césure, et on a lancé le satellite en fin novembre de l'année dernière. Pour moi, c'était assez émouvant parce que j'étais là à la feuille blanche jusqu'aux opérations en orbite. Et c'est actuellement USpace qui opère le satellite tous les jours sur son orbite. Donc tous les jours, on va interroger le satellite, récupérer les données qu'il a à bord et qu'on traite ensuite au niveau du sol. Vous pouvez voir l'objet en question, ça c'est le modèle de vol du satellite que vous voyez là sur la droite, quand il était aux salles blanches encore au CNES. On voit même les antennes de Nicolas, la Denny Waves, qui sont montées sur le satellite en question. Donc, comme vous pouvez le voir, là on voit derrière un petit banc optique, donc ça fait 30 cm. Donc c'est vraiment minuscule, c'est quelque chose qui est extrêmement miniaturisé. Les satellites de la gamme au-dessus, on va dire, c'est des satellites qui font 150 kg. Celui-là, il en fait 4. Le but de cette mission, c'était de faire une mission d'astronomie. L'ENAC fait partie du système ISAT, puisque l'ENAC fournit en fait une station de réception en bande X. C'est via cette station-là qu'on envoie en fait toute la télémesure image du satellite et qui est réceptionnée par cette station sol au niveau de l'ENAC. Avec plusieurs images. Sur la gauche, les premières images d'astronomie qu'on a pu obtenir grâce au satellite. Donc là, on voit la constellation d'Andromède. Et on s'est amusé également de venir faire des images du sol, comme vous pouvez le voir sur la droite. On compare les images d'ISAT avec les images Google Maps. Il faut bien indiquer que le satellite n'avait pas du tout été prévu pour de l'imagerie de la Terre, mais vraiment pour une imagerie d'astronomie. Au-delà de ça, ça a permis pour le CNES, qui a payé le développement de ce projet-là, de démontrer une dizaine de nouvelles technologies en orbite. Les CubeSats sont aussi des vecteurs pour pouvoir démontrer des technologies innovantes ou de rupture dans le milieu du spatial. Donc USpace propose en fait différents produits qui sont basés sur des CubeSats. On a 2 gammes de produits, une gamme qui s'appelle Unity, qui sont des CubeSats 3U, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, et sur lequel on a directement un héritage en vol à travers le retour d'expérience qu'on a sur ISAT. Par ailleurs, on est en train de développer une 2e gamme de satellites, 2 fois plus grosse, qu'on appelle les CubeSats 6U, pour permettre en fait d'avoir un peu plus de volume, de puissance et disons de débit de télémesure alloué aux charges utiles. Les charges utiles, c'est les instruments qui permettent de réaliser vraiment votre mission spatiale, donc qui est spécifique à chaque mission spatiale. Et donc, plus on a de capacité à lui offrir au niveau de la plateforme, qui est le véhicule, mieux c'est pour notre client. Donc, au-delà de nos produits, concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? On a 2 offres qui sont majoritaires. Le premier, c'est des analyses de mission. Il faut bien voir que c'est très rare que des clients arrivent en disant voilà, je veux ça, voilà mon chèque sur la table, et on est parti pour faire un satellite. C'est en général un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, avant vraiment de réaliser le satellite, on passe par des étapes vraiment d'analyse pour analyser si la mission elle est faisable. Si oui, quel est le design préliminaire, quelles sont les allocations de puissance mécanique, quels sont les concepts d'opérabilité qu'il faut mettre en place, et surtout quel va être le temps de développement et le coût associé à ce développement-là. Ça, c'est toute la partie un petit peu amont qui permet de déterminer vraiment le projet par la suite et de lancer le projet. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette partie analyse-là, on bascule sur notre 2e offre, qui est une offre qu'on a appelée Fly Your ID. L'idée, c'est à partir de cette analyse préliminaire qu'on a faite, on est capable de vous délivrer complètement le satellite en orbite, c'est-à-dire on le met en orbite, on est capable de l'opérer et de vous fournir seulement les données qui vous sont utiles pour votre cas d'application. Votre cas d'application pouvant être de la démonstration de mission, des besoins scientifiques, des applications commerciales, des applications pour la défense. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez.
Quelle est la suite pour nous? Donc, comme je vous l'ai dit, on est une société assez jeune puisqu'on a créé en février 2018. Donc, on a fêté nos 2 ans cette année. Donc, actuellement, on est en train de réaliser une mission qui s'appelle NES pour le compte du CNES. Donc, on a rentré cette mission-là en fin d'année dernière et on a 18 mois pour réaliser un satellite complet pour le compte du CNES pour faire de la surveillance du spectre. Au-delà de ça, on travaille avec différents prospects sur d'autres missions. Ce sont des missions scientifiques, de démonstration technologique, mais également des missions de formation. Les CubeSats sont des très forts moyens de monter en compétences pour des pays qui n'ont historiquement pas des capacités spatiales. Il existe des pays qui veulent développer vraiment la compétence spatiale et le CubeSat est un bon moyen pour lui de monter en compétence sur toute l'ingénierie spatiale au sens général. Donc, ça fait partie également de certains de nos clients. Par ailleurs, on développe donc des CubeSat SISU, qui est notre cœur de cible pour permettre d'avoir plus de puissance, plus de place en fait, à allouer aux charges utiles de nos clients. Et on développe également des capacités de vol en formation pour attaquer ensuite le marché des constellations. Ces petits satellites ont un intérêt qui est de pouvoir être multipliés. Pour une enveloppe budgétaire donnée, vous pouvez mettre plus de satellites en orbite que si vous en faisiez qu'un seul beaucoup plus gros. Et donc, il y a de plus en plus de missions basées sur des constellations qui apparaissent. Et donc, ça, c'est une des tendances et c'est ce vers quoi on tend. Donc, nous, le plan de développement de l'entreprise, c'est passer de 11 personnes aujourd'hui, sachant qu'en fait, à l'automne dernier, on était 0 dans l'entreprise. Donc, on est passé de 0 à 11 en quelques mois. Donc, ça a été un lourd travail de structuration de l'entreprise, tout en sachant qu'on avait cette mission à développer pour le compte du CNES en parallèle. Et donc, on vise à atteindre une espèce de taille critique d'une vingtaine de personnes d'ici 2 ans pour être capable de couvrir vraiment tous les métiers possibles et imaginables pour délivrer des satellites qui adressent des marchés de constellation pour la suite. Il faut bien voir que quand on fait un satellite complet, on doit adresser un panel de compétences qui est extrêmement varié. On parle de chefs de projet, d'ingénieurs système, on parle de personnes qui savent faire de la mécanique, de la thermique, des radiofréquences, des systèmes embarqués, de l'avionique, des systèmes sol, des moyens de test, de l'AIT, de l'AIV, de l'assurance produit. C'est vraiment un panel de métiers qui est complet et donc on les rassemble dans USpace pour pouvoir fournir à nos clients on va dire un optimum en matière de coût, délai et qualité ainsi que de performance pour les applications qui sont visées de leur côté. Voilà, j'ai été extrêmement rapide. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup Antoine pour nous avoir présenté votre entreprise USpace. Donc on va finir avec les questions du Club Astronomie avant de passer à la partie pour les questions. Donc tout d'abord, la première question pour vous, Antoine. Que pensez-vous de l'apport d'un projet CubeSat pour les étudiants? Pensez-vous que ce serait une bonne chose que l'ENAC s'implique davantage dans cette voie, proposer une formation adaptée aux attentes des étudiants portés vers le secteur du spatial? Alors, je pense que travailler sur un projet CubeSat, c'est concrètement ce qui m'a donné le virus du spatial, premièrement, et c'est ce qui m'a donné ensuite le virus du projet entrepreneurial de l'autre. Le vrai intérêt de réaliser un projet CubeSat, c'est de devoir mettre les mains dedans concrètement. C'est quelque chose que je n'ai pas vu à l'ENAC. Il y a assez peu de projets quand j'y étais qui étaient vraiment transverses et qui nécessitent de mettre tout un tas de compétences ensemble pour réaliser quelque chose. Et dans ce sens-là, travailler sur un projet CubeSat, ça nécessite de fédérer tout un tas de compétences pour en faire un projet. Donc, je pense que ce serait très intéressant si l'ENAC s'investissait là-dedans. Notamment pour les étudiants. Par contre, il faut voir que c'est quand même compliqué, ça nécessite des ressources. Par expérience, tout se passe bien dans toutes les études préliminaires. Quand on fait du papier, quand on fait des calculs, des simulations, tout se passe bien. À partir du moment où on commence à arriver sur du matériel, ça veut dire qu'il faut se spécialiser dans chacun des métiers et avoir des domaines de compétences dans chacun des métiers. Donc, ça nécessiterait que tous les services de l'ENAC arrivent à travailler ensemble pour réaliser ce projet-là. D'accord. Donc, une autre question pour vous. Lors de vos études à l'ENAC, étiez-vous donc
déjà intéressé par une carrière dans le secteur du spatial qu'avant d'avoir fait votre césure au CNES? Avez-vous, par exemple, fait partie du club astronomie ou contribué à l'organisation d'événements autour du spatial à l'ENAC ou en dehors? Alors, j'étais pas spécialement, comment dire, avec le virus du spatial à l'époque. Disons que ça m'intéressait, j'avais lu quelques bouquins et je m'étais dit bah, pourquoi pas, ça a l'air assez intéressant. Et c'est surtout le fait d'avoir été pris en césure et d'avoir le métier finalement, de pratiquer le métier tous les jours qui m'a contaminé comme ça. J'avais pas de prédisposition, on va dire, à rentrer dans le milieu du spatial, mais c'est vraiment le contact avec ce monde-là, notamment au sein du CNES. Nicolas l'a très bien souligné. En fait, le CNES est aussi une excellente école et on rencontre tout un tas de gens passionnants qui m'ont contaminé et qui m'ont donné ce virus-là. C'est quelque chose dont j'avais besoin. Comme je l'ai dit, j'étais un peu perdu pendant mes études et j'avais besoin de mettre du concret en fait sur beaucoup de choses. Donc, du coup, d'aller en césure et de travailler sur quelque chose de concret, ouais, et de complet, ça force à s'intéresser aux choses, à, voilà, à ouvrir et être assez curieux et avancer dans cette voie-là, quoi. D'accord, merci beaucoup Antoine. Je crois qu'il est temps qu'on passe aux questions du public. Donc, merci encore beaucoup pour Pas de votre souci. présentation et également pour la présentation de tous les autres intervenants. Donc, je vais maintenant laisser la place à Nicolas Soulard qui va donc nous faire la partie pour les questions du public. Oui, merci Quentin et merci à tout le monde. Donc, on a eu quelques questions dans le chat que je vais vous proposer auxquelles je vais vous proposer de répondre. On va commencer par Romain. Euh, une question, comment est-ce que tu as trouvé ton Erasmus? Comment tu as choisi d'aller en Finlande? Alors j'ai choisi la Finlande parce que c'était un endroit où l'université, donc Tampere University of Technology, qui avait une composante télécom intéressante. C'était un pays aussi qui était, où était né Nokia, donc je m'étais dit que c'était intéressant d'aller là-bas. Et puis les pays nordiques également m'intéressaient pas mal, donc je suis parti en Finlande. D'accord. Et une autre question par rapport à Joko. En ce moment, il y a combien d'employés chez Joko? Et en ce moment, je suis seul. D'accord. D'accord, donc comme je vous ai dit, hein, c'était très compliqué en 2018-2019. Là, ça commence à décoller un peu. Donc, je vois la question. L'avenir de Joko, pour moi, c'est pas forcément d'embaucher des gens pour l'instant. Je cherche plus en fait des partenaires, comme depuis le début en réalité. Hein, je préférerais en fait construire une communauté autour de moi, avec des entrepreneurs, avec des sociétés, sans aucun souci, mais pas forcément de monter tout de suite, en tout cas, sur l'effectif. D'accord. D'accord, ben merci. Merci. Ensuite, il y avait des questions pour Christophe par rapport au levée de fonds. J'ai vu que tu avais commencé un peu à y répondre dans le chat. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, alors nous, on a levé 260 000 euros aujourd'hui, donc c'est pas grand-chose, qui plus est pour une société qui fait un produit industriel dans lequel on va devoir acheter du métal, on a besoin de place, on a besoin de gros trucs lourds et voilà. Donc voilà, et malgré tout, aujourd'hui, on fait quand même une levée de fonds pour accélérer notre développement à 2 millions d'euros. Mais encore une fois, par rapport aux différentes sociétés du milieu agricole qui font de la robotique, il y en a une à Toulouse qui vient de lever 14 millions d'euros, une aux États-Unis qui a levé près de 20 millions de dollars. Donc, bon, globalement, on est un peu un petit joueur là-dessus, mais ça nous permet quand même d'avoir des produits malgré tout qui sont très performants et très bien positionnés sur le marché. D'accord. Et donc justement, en question rentabilité, la suite de la question, c'était à partir de quelle surface, à partir de quelle superficie un de vos robots est rentable pour une exploitation? Alors, ça va dépendre de la spécificité du robot. C'est-à-dire qu'un robot viticole, au bout d'une dizaine d'hectares, il est allègrement rentable dans le sens où, en termes de réduction des produits phytopharmaceutiques, on fait des économies monstres. En termes de temps passé, même s'il est difficile à valoriser quand les agriculteurs font 70 heures par semaine, mais bon, là, on peut malgré tout le comptabiliser. Donc, globalement, nous, on arrive à être rentable assez rapidement,
Et globalement, sur une exploitation d'une vingtaine d'hectares, il est rentabilisé en 2 ans et demi. Sur de la grande culture, donc blé, maïs, orge, colza, là, il faut des plus grandes surfaces parce que c'est des cultures à plus faible valeur ajoutée. Mais sur une cinquantaine d'hectares, on devient tout à fait pertinent. Sur des cultures spécifiques, bon, c'est au cas par cas, on a des robots qui vont tourner dans le lin, des robots qui vont tourner dans le chanvre, fibre. Bon, on a différentes cultures et donc là, il faut rentrer au cas par cas. Mais globalement, comme on est quand même terriblement moins cher qu'un tracteur, avec cette plus-value écologique, la rentabilité est quand même assez rapide, d'une part à calculer et à atteindre. D'accord. Et une dernière question par rapport. Agriculture a été créée par trois personnes au profil technique. Et la question se pose si aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de cofondateur avec un background business sera un frein pour le développement. Alors, je vais faire un peu la même réponse que dans le spatial, dans le pur spatial. Globalement, on ne vend pas des machines à laver, on vend des systèmes complexes et en fait, on vient nous chercher parce que les gens ne maîtrisent pas la complexité. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés. Et donc, notre premier travail, c'est vulgariser la technique pour expliquer comment ça fonctionne et pourquoi on est différent des autres et pourquoi notre valeur ajoutée, ils ne peuvent pas la trouver autre part. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui me charge de la partie business développement. Et donc, mon profil technique me permet d'aller vendre des choses qu'un pur commercial ne pourrait pas forcément faire. Alors, entre guillemets, parce que finalement, il y a quand même des commerciaux qui s'en sortent très bien. Mais globalement, aujourd'hui, on vient nous chercher pour la technique et donc on garde quand même cette connaissance qui est aujourd'hui clé. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un pur BizDev qui ne soit pas technique dans l'équipe. Après, on n'est que 30, donc on n'est pas encore en train de se structurer avec tous les corps de métier. D'accord. Et sur une note un peu plus légère, tu as parlé de la diversification que vous avez par rapport à l'aéroportuaire, au ferroviaire ou même dans les pipelines. Est-ce que vous envisagez de changer de nom, de changer à Green Culture ou pour l'instant ça reste. Alors, oui, il faudra qu'on fasse des entités un petit peu différentes parce que il y a 2 semaines, on est venu nous voir pour faire des petits bateaux autonomes de surveillance des plages. Agriculture qui vend ça, ça fait un peu tâche. Donc, oui, il est probable qu'on crée des entités, des filiales, des je ne sais pas quoi, qui permettent de porter les projets qui ne sont pas forcément immédiatement liés ni à l'agroécologie, ni à l'agriculture. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait une question pour Nicolas. Par rapport au fait que tu as fait une thèse, est-ce que tu recommanderais de faire une thèse pour quelqu'un qui voudrait un peu plus approfondir la théorie ou encore qui n'a pas encore bien défini son projet professionnel? Alors, si on sait que voilà, c'est la technique qui nous passionne et qu'on vise des métiers voilà, type aéronautique, spatial, etc., qui sont des métiers extrêmement exigeants d'un point de vue technique, avec voilà, c'est des technologies à l'état de l'art, tout ça. Clairement, moi, je suis convaincu que c'est un gros plus. Déjà parce que ben, moi, j'étais dans la situation où clairement, en sortant de l'ENAC, je savais pas trop, voilà, hein, je cherchais un boulot dans le domaine aéronautique, etc., spatial, mais je savais pas trop. Clairement, la thèse m'a permis de finir de me convaincre que j'étais fait pour les antennes et passionné par la technique. Et derrière, ça m'a ouvert ces fameuses portes. Hein. Clairement, si j'avais pas eu cette thèse, je pense que je serais pas rentré au CNES. Quand j'ai travaillé sur différents programmes, projets, avec que ce soit le CNES, que ce soit avec l'université, que ce soit Thales, Airbus, etc., etc. Dans les équipes techniques, les gens qui concevaient les développements de demain, énormément de docteurs.
énormément de docteurs. La plupart des profils étaient des docteurs. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il y a souvent cette mauvaise image du docteur. En France, c'est une spécialité très française. Les ingénieurs, c'est génial, et puis les docteurs sont je caricature évidemment, hein, des étudiants attardés. Il y a certains qui tiennent ce discours. D'une part, dans la réalité, quand vous allez voir des gens qui sont à la pointe de la technologie, vous demandez les CV de vos collègues, ils ont tous un doctorat. Et puis vous sortez de France. Bon, ingénieur, c'est très bien. L'ingénieur français est très bien reconnu, très bien coté. Vous avez par exemple en Allemagne, voilà, tous ceux qui, même après, alors, soit d'un point de vue technique, soit après qui font des carrières dans les boîtes allemandes, c'est tous des docteurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très. Alors en France, c'est parfois un peu, je dirais, il y a du doctorat bashing. Mais dans plein de pays, c'est très, très reconnu et on connaît la valeur ajoutée. Et puis, je dirais, le dernier point aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire, c'est vraiment 3 années où on peut se plonger dans un sujet avec des incertitudes techniques, scientifiques. C'est un travail de recherche. Donc, on va explorer, défricher. Et pendant 3 ans, on peut se consacrer à un sujet d'une précision extrême et devenir expert dans un. Alors, tout petit domaine, hein, très très pointu, une expertise très très pointue, mais derrière, ça vous aide à aborder d'autres thèmes, d'autres sujets pour derrière monter en compétences avec beaucoup de méthodes et cette capacité à aller dans la profondeur technique. C'est aussi une chance de pouvoir se dire, bah, ça c'est mon sujet, j'ai 3 ans pour le porter le plus loin possible. C'est clair que si je bosse pas dessus, le truc va pas avancer, donc c'est aussi finalement une chance assez rare. Parce qu'après, souvent, soit il y a plusieurs projets en parallèle, c'est rarement des durées aussi longues, etc. etc. Donc, c'est aussi voilà, une belle chose, quelque chose de très positif, moi, que j'ai apprécié en tout cas pendant ce doctorat. D'accord. Merci beaucoup. Et ensuite, une question pour Antoine par rapport à ISAT. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur le projet. Et donc, en tant que responsable système, est-ce que tu as beaucoup travaillé avec ces étudiants pour avoir un suivi technique? Est-ce que ça t'a paru intéressant? C'était une partie de ton travail? Oui, en fait, donc sur le projet ISAT, c'est environ 250 étudiants qui ont travaillé sur le projet, à travers essentiellement de stages qui ont duré 6 mois, essentiellement au CNES, hein, ou bien chez des partenaires, hein, que pouvaient être l'ENAC, l'ISEE Super-Héros, dans des laboratoires scientifiques ou dans des IUT. Donc en fait, tous les 6 mois, on changeait toute l'équipe. Ça, je peux vous assurer que ça a été très compliqué à gérer. Vous imaginez que vous faites fabriquer votre maison et puis en fait, l'architecte et tous les ouvriers, ils changent toutes les 2 semaines. Donc, il y a quand même peu de chances que vous arriviez à votre projet au bout. Donc ça a été un vrai challenge d'arriver à maintenir une cohérence technique de bout en bout. Néanmoins, ça faisait partie du projet, hein, c'était un des objectifs. Et après, comment dire, ça s'est bien passé avec les étudiants. Chacun est différent. On a réussi à aller au bout du projet. Certains avancent plus vite que d'autres, certains ont plus de difficultés, certains ont plus de doutes que d'autres. Et au final, on y est quand même arrivé. Mais toutes les 6 mois, j'avais à peu près une promo de entre 10 et 12 stagiaires qui arrivaient. Ils arrivent, ils ne connaissent rien concrètement. Ils veulent connaître un tas de choses, mais ils ne connaissent rien. Et ce qui est hyper agréable, c'est qu'au bout de 6 mois, on les a vus complètement décoller. Et au bout de 6 mois, ils deviennent vraiment professionnels presque. Et là, ça fait un petit quelque chose au cœur quand même de les laisser partir. Mais ça faisait partie du boulot. Oui, d'accord, je comprends. On les a mis dans une posture, en fait, on les mettait dans une posture en disant, bon, bah, maintenant, tu n'es plus étudiant, tu es ingénieur, tu travailles sur un projet, donc débrouille-toi. On veut que tu avances, tu sois autonome et que tu avances techniquement sur les sujets, sachant que derrière, il y avait quelques permanents qui étaient en backup pour accompagner tout ça. Bien sûr, oui. D'accord, très bien, merci. Et ensuite, j'ai deux questions qui peuvent s'adresser à tout le monde, en fait, pour terminer. La première, c'est quel est le profil de vos collaborateurs dans vos entreprises? Est-ce que tout le monde a un profil technique ou est-ce que ce n'est pas le cas? Donc, ça s'adresse à vous quatre. Je commence. Alors, moi, de mon côté, pour le moment, hein, comme donc on a créé quand même il y a peu de temps et on a staffé il y a peu de temps, donc les profils sont uniquement techniques pour le moment.
on a un satellite à sortir, donc on a recruté en priorité des collaborateurs techniques et on se fait accompagner essentiellement par la sous-traitance pour toutes les tâches transverses. Après, dans le plan de développement de l'entreprise, bien évidemment, on ne peut pas rester que des ingénieurs pour monter une société. Compléter, donc oui, nous clairement, bon, il y a toute l'équipe technique, il y a beaucoup d'ingénieurs et de docteurs, ça c'est clair. Mais après, il y a d'autres pôles qui sont hyper importants, hein, tout ce qui va être les opérations, donc pour gérer vraiment toute la production, la qualité des produits qu'on livre. Le pôle commercial, évidemment, et puis également de la communication, hein, qui sont vraiment des piliers qu'il faut pouvoir faire tourner ensemble pour qu'une entreprise réussisse. Parce que avoir le meilleur produit du monde, c'est très bien, mais si personne n'est au courant ou qu'on ne sait pas le produire en volume, eh ben, on loupe son aventure, je dirais. Bien sûr. Alors, nous, on a un certain nombre de profils techniques, mais c'est relativement large puisqu'on a aussi bien une docteure en neurosciences pour développer toute la partie gestion de flotte de robots, que des électroniciens, des ingénieurs méca thermiques. On a toute une bande de super-héros pour toutes les lois de guidage et les asservissements. On a aussi une partie qualité, mais c'est encore un super-héros. Donc, on a beaucoup d'ingé aéro de manière générale. Et après, on a tout le côté agricole. Et donc, c'est encore une fois des ingés, mais agro et agri. Donc, c'est très, très large. Et après, sur tout ce qui est fonction support, on a d'autres personnes qui vont effectivement gérer aussi bien les RH, la comptabilité, les achats et tous ces aspects-là. Donc, il y a vraiment de tout, mais malgré tout, on demeure une société technique avec pas mal de techniciens. D'accord. Et Romain, bon, je trouve que enfin, tu peux peut-être nous dire avec qui tu travailles et quel type de personnes tu travailles. Alors oui, donc moi pour l'instant, je suis seul dans la société, mais si je devais embaucher quelqu'un demain, ce serait vraiment quelqu'un de technique aussi, donc pour faire deux choses en parallèle. Et potentiellement, je sais que j'ai des gros soucis pour me faire connaître et pour me vendre aussi. Donc, il est clair que la partie marketing est également très importante. Si vous allez voir mon site, vous verrez qu'il est pas très développé. Il n'a pas bougé depuis 2018. Hein, donc, c'est des choses que j'ai pas le temps de faire. Donc, clairement, c'est intéressant. Et sinon, avec qui je travaille, c'est principalement avec des chefs de projet et aussi avec des personnels qui travaillent sur les équipements ensuite, en fait, qui vont utiliser le réseau, qui vont le maintenir, etc. Donc beaucoup de techniques aussi derrière. Voilà. D'accord. Et donc, une dernière question qui s'adresse aussi à vous tous. Si vous pouviez donner un conseil à ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui ou dans un futur proche, qu'est-ce que vous diriez? Quel conseil vous donneriez donc? Et alors, le problème, c'est qu'on traverse une crise mondiale là. Oui, c'est vrai que là, c'est Donc, peut-être pas le meilleur moment, mais peut-être de manière générale. ah, bien sûr, bien sûr. Après, même si on traverse une crise mondiale, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu un article du Monde qui disait qu'il y avait des étudiants qui se posaient des questions sur la suite, qui se disaient, ben voilà, on va sortir de notre école bientôt là et on va finalement se retrouver au chômage. Bon, de mon point de vue, en tous les cas, le chômage, c'est pas grave. Euh, vous avez, euh, vous avez pas mal de choses dans la tête. Vous avez une grosse école avec vous, vous avez un gros bagage. L'entrepreneuriat, ça peut être une solution si vous n'avez pas de boulot. D'accord. Donc, allez-y, essayez. Ma foi, quand vous vendez vos services comme moi je le fais actuellement, vous n'avez pas besoin d'avoir des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez juste besoin d'avoir des clients qui vous font confiance. D'accord. Donc, essayez aussi de prendre les opportunités qui vont arriver chez vous. L'idée, c'est d'être bon quand on vous appelle. D'accord. Et puis ensuite d'essayer d'être présent, d'être visible sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai vraiment complètement oublié pendant mes 4 ans. Pendant mes 4 ans de salariat. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai dû reprendre tout à zéro en 2018.
Et ça m'a beaucoup impacté. Hein. Quand je vois les premiers effets de ma visibilité aujourd'hui, mais sinon c'était très très faible. Voilà. Donc D'accord. essayez d'utiliser le réseau ENAC. D'accord. À l'ENAC, il y a des Énaciens ou des Énaciennes. Ils travaillent dans tous les domaines du monde. D'accord. C'est vraiment magnifique le, comment on appelle ça, le réseau ENAC. Vous pouvez regarder par société, par domaine, par n'importe quoi. Vous aurez toujours un Énacien quelque part. Là, actuellement, je suis au Canada, je suis confiné au Canada. J'ai rencontré des Énaciens ici aussi. D'accord. Dans mon ancienne société, il y avait 4 Énaciens également. Donc, en fait, on est vraiment un peu partout. Et quel que soit le métier, hein, vous n'allez pas forcément être dans la technique. Là, il y avait beaucoup de personnes techniques pendant cette présentation. Il y a aussi des Énaciens qui font chef de projet, qui font voilà, chef d'entreprise, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en réalité. Et ça, c'est fabuleux. Alors, osez. Très bien. Christophe, Nicolas, Antoine, peut-être un petit mot. Ouais, moi, je dirais, s'il y a quelque chose, c'est d'abord l'entrepreneuriat, c'est d'abord une envie, construire quelque chose, une idée, aussi folle soit-elle. C'est pas forcément facile, mais clairement, on a tendance à toujours dire ah oui, c'est compliqué en France, machin, etc. Honnêtement, quand on commence à mettre le pied dans l'aventure, on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui sont là, et surtout en ce moment, au niveau local, tous les incubateurs, la région, même au niveau État, la BPI, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour faciliter l'émergence de nouvelles sociétés, de start-up. C'est sûr, il y a plein de risques. Il y a plein de risques. C'est une aventure qui est néanmoins d'une richesse incroyable. J'ai jamais autant appris que finalement dans cette aventure. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. C'est aller entreprendre, voilà, c'est vouloir aller au bout d'une idée qui est peut-être pas forcément concrète au début, mais qui s'affinera dans le temps. Il faut prendre les choses les unes après les autres, se faire accompagner, écouter et persévérer parce que oui, il y a des moments difficiles, forcément, mais c'est le fait de croire en ce qu'on est en train de faire, en train de construire, qui fait qu'on avance et qu'on peut y arriver, clairement. Il y a énormément de très belles startups aujourd'hui qui sont en train de se créer. Hein. Là, on a la chance, là déjà, on voit que des startups qui viennent de l'ENAC et avec le spatial, il y en a beaucoup. Il y en a même d'autres. Hein. On pourrait citer Unseen Labs aussi, hein, qui a été une des premières startups françaises privées à mettre un satellite en orbite aussi. Et vraiment, les choses sont possibles. Il faut y croire, il faut y aller. Honnêtement, on a un environnement qui est hyper intéressant. On voit d'ailleurs même des startups californiennes qui commencent à arriver chez nous à Toulouse. Loft Orbital par exemple, parce que en fait là-bas les compétences des gens qui viennent de l'ENAC, de l'ISAE, de l'ENSET aussi, du LAS, etc. C'est des gens extrêmement compétents. On a vraiment un savoir-faire, une capacité à innover qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, même les mecs de la Silicon Valley, ils viennent les chercher chez nous, à tel point qu'ils n'arrivent plus forcément à les attirer, donc ils viennent s'implanter ici, quoi. Donc c'est autant de signaux qui sont très positifs. Et clairement, ouais, tout est possible. Et puis il faut tenter l'aventure, il faut s'accrocher. Très bien. Je rebondirai là-dessus. Je pense que le message le plus important, c'est qu'on a le droit de se tromper. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait ça. Il faut se convaincre que dans tout ce que vous entreprenez et entreprendrez, vous avez le droit de vous tromper. Et bien souvent, le fait de se tromper vous permet d'apprendre encore plus de choses que si tout s'était bien déroulé. Et quelque part, quand on entreprend quelque chose et qu'il y a aussi cette notion de risque, hein, c'est bien ce qu'a dit Nicolas, quand il y a cette notion de risque et qu'on joue en fait la santé de son entreprise, on y réfléchit à 2 fois et en général, on est bien plus performant. Moi, le plus gros conseil, ce serait ça, c'est vous avez le droit de tenter et vous avez le droit de vous planter. Et si vous plantez une fois, souvent, vous ne planterez pas 2 fois.
c'est assez français. Comment dire, il n'y a pas vraiment de culture du risque, on va dire. C'est pas du tout la même mentalité côté américain, mais on a le droit de faire ça. On a le droit d'essayer, on a le droit de tenter quelque chose, et si on se trompe, et ben, finalement, c'est pas si grave que ça. Très bien, c'est ça. Christophe, Et peut-être un… ouais, je vais terminer. Alors, bon, je peux que abonder le fait de se planter et dans tous les projets qu'on a lancés, on s'est planté un certain nombre de fois, plus ou moins fortement. Mais oui, je pense que c'est le point important. Je quittais le groupe Safran où la moindre erreur coûtait plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus, pour ne pas citer le programme que j'ai abandonné et qui a été abandonné après moi. Donc globalement, on a le droit de se planter parce que de toute manière, on prend des risques que des gros ne prendraient pas. Et donc, s'il y a un risque, il y a potentiellement un plantage au bout. Ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, on vient nous chercher parce qu'on ose quand les grands groupes n'osent pas. Le deuxième point, c'est que c'est les personnes avec lesquelles on va travailler, c'est un point hyper important et qui plus est les cofondateurs. On m'a dit au début, Christophe, ne te lance pas seul. Ça veut dire que tu n'as même pas réussi à convaincre une seule personne de partir avec toi. Et donc, pour ceux qui veulent se lancer, essayez déjà de convaincre une personne. Et si vous voulez construire une société avec plus d'une personne, essayez de convaincre déjà une personne et déjà vous verrez si votre idée elle a de la valeur ou si vous arrivez déjà à embarquer quelqu'un. Parce que globalement, derrière un client, il va regarder ça, il va regarder la confiance dans le projet et la confiance dans le projet, elle passe aussi parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a déjà un cofondateur, parce qu'il y a tous ces aspects-là. Donc, les cofondateurs, c'est un point qui sont ultra clés. Et moi, j'ai la chance d'avoir des cofondateurs de très grande valeur, d'une part technique et humaine. Et ça aide énormément quand il faut prendre des décisions et quand on prend des décisions qui potentiellement peuvent nous planter. Donc, voilà, c'est les deux éléments. Les cofondateurs, les personnes avec lesquelles on lance l'idée, la société, et le fait d'autoriser le plantage. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci pour vos questions. Je crois qu'il va être temps de conclure. Donc, je vais laisser la parole à Maëlys pour conclure ce webinaire. Oui, donc merci à tous. Donc, on pourra retenir qu'on a le droit de se tromper comme mot de la fin. Encore une fois, bien sûr, merci à nos intervenants. Donc, c'était super intéressant et très enrichissant. Merci aux participants, au public.